Attention, ces histoires peuvent être choquantes et sont réservées à un public averti. Il y avait toujours eu quelque chose de particulier chez Thomas. Il était l'intello de la classe, celui qui comprenait tout avant tout le monde, celui qui finissait les devoirs avant même que les autres n'aient commencé. Il avait une façon d'être à part, un peu décalée, mais c'était précisément ce que j'appréciais chez lui. J'aimais les gens différents, ceux qui ne se fondaient pas dans la masse, et Thomas en faisait partie. On s'entendait bien, on rigolait ensemble, et malgré ses bizarreries, il avait un certain charme dans sa manière d'aborder le monde. Un après-midi, il m'a proposé de passer chez lui. Il avait quelque chose à me montrer, quelque chose qu'il assurait être vraiment choquant. Curieux et un peu amusé par son enthousiasme, j'ai accepté. Sur le chemin, il m'a confié qu'il explorait le dark web depuis quelque temps. Je n'y connaissais pas grand-chose, à part les histoires qu'on entendait ici et là, mais ça ne m'avait jamais vraiment intéressé. Pourtant, Thomas semblait fasciné, presque obsédé par ce monde caché. Arrivé chez lui, il m'a immédiatement fait asseoir devant son ordinateur. Sa chambre était comme je l'avais imaginé, des posters de films de science-fiction sur les murs, des piles de livres sur l'informatique et les mathématiques, et un bureau encombré de câbles et de gadgets électroniques. Avant de me montrer quoi que ce soit, il a insisté sur l'importance de passer par plusieurs processus pour garantir notre anonymat en ligne. Il parlait de VPN, de réseau Tor, et de je ne sais quoi d'autre, des termes qui me semblaient totalement étrangers. Je n'étais pas du tout calé en informatique, alors je l'ai laissé faire, pensant que c'était juste une autre de ses manies d'intello. Une fois tout en place, il a ouvert un site. L'écran s'est éclairé d'une interface simple, mais sinistre, avec un fond noir et du texte rouge. En haut de la page, il y avait un titre qui me fit frissonner, Red Room. C'était un forum, mais ce qui attira immédiatement mon attention fut une vidéo en direct dans le coin de l'écran. Au début, on ne voyait qu'une chambre baignée d'une lumière rouge inquiétante. Rien ne se passait, et je me demandais s'il s'agissait simplement d'un mauvais canular. Mais après quelques minutes, l'atmosphère changea brutalement. Un homme portant un masque entra dans la pièce, tenant une femme menottée. Elle avait l'air terrifiée, son regard paniqué cherchant une échappatoire. Mon cœur commença à battre plus fort. C'était en direct. Ce n'était pas une vidéo enregistrée, pas un film, mais quelque chose qui se déroulait en temps réel, quelque part dans le monde. Je me suis tourné vers Thomas, cherchant un signe que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Mais il ne disait rien, un sourire narquois au coin des lèvres, comme si tout cela n'était qu'un spectacle divertissant. Sur le forum, le chat était en pleine effervescence. Des utilisateurs anonymes faisaient des dons en Bitcoin, accompagnés de demandes sordides. Certains demandaient à ce que la femme soit déshabillée, d'autres exigeaient qu'on lui donne un coup de poing à l'estomac. Pire encore, certains réclamaient qu'on lui coupe une oreille. À chaque fois, l'homme masqué exécutait les demandes sans la moindre hésitation, les cris déchirants de la femme résonnant dans la pièce. Une nausée violente me prit au ventre. Je ne pouvais plus supporter ce que je voyais. J'ai crié sur Thomas, lui disant que c'était inacceptable, que nous devions dénoncer ça immédiatement. Mais lui, il semblait complètement détaché de la gravité de la situation. Il se contenta de hausser les épaules, affirmant que ce genre de truc se passe en Russie, comme si cela justifiait de regarder en silence. C'était trop pour moi. Sans un mot de plus, je me suis levé et je suis sorti de sa chambre, la nausée toujours présente, le cœur battant à tout rompre. Je ne comprenais pas comment quelqu'un que je considérais comme un ami pouvait être aussi insensible, aussi détaché de l'horreur qu'il avait sous les yeux. En partant, je savais que je ne pourrais plus jamais le regarder de la même manière. Ce qu'il m'avait montré avait brisé quelque chose entre nous, quelque chose d'irréparable. Je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Les jours suivants, il continuait de venir en cours, mais je l'évitais autant que possible. Puis, au bout de quelques semaines, il a cessé de venir, sans prévenir personne. Il avait simplement disparu de notre vie, comme s'il n'avait jamais existé. Certains disaient qu'il avait déménagé, d'autres qu'il avait abandonné l'école. Moi, je préférais ne pas savoir. Même maintenant, des années plus tard, l'image de cette Red Room reste gravée dans mon esprit. Je n'ai jamais su ce qu'il est advenu de Thomas, mais je ne peux m'empêcher de me demander ce qui a bien pu le pousser à plonger si profondément dans cette obscurité.
Et je n'oublierai jamais ce jour où j'ai découvert que parfois, ceux que l'on pense connaître peuvent cacher des ténèbres bien plus profondes que l'on ne pourrait jamais imaginer. Tout a commencé par une soirée ordinaire. J'étais confortablement installé devant mon ordinateur, naviguant sans but sur le web. Les heures défilaient sans que je m'en rende compte, comme souvent lors de ces moments d'errance numérique. Je ne cherchais rien de particulier, juste à tuer le temps. Puis, au détour d'un lien, je me suis retrouvé dans un coin plus sombre d'Internet, là où les frontières entre légalité et horreur s'effacent. Ce n'était pas ma première fois sur le dark web. J'avais déjà exploré ces endroits où règne l'illégalité et le danger, mais je me disais que, tant que je n'interagissais pas, tant que je restais un simple observateur, il n'y avait pas de mal. Ce soir-là, cependant, les choses ont pris une tournure différente. Je suis tombé sur un lien au nom anodin, quelque chose qui ressemblait à une page de marché ordinaire. Le genre de lien qui ne semble pas menaçant, presque banal, ce qui est souvent le plus trompeur. Par curiosité, et un peu par ennui, j'ai cliqué. La page s'est ouverte sur une interface simple, dépouillée, presque innocente dans sa présentation. Un fond noir, un texte blanc, une esthétique minimaliste. Mais ce qui était proposé ici n'avait rien d'innocent. En parcourant le site, j'ai rapidement compris que je n'étais pas sur une plateforme comme les autres. Le titre en haut de la page indiquait simplement les poupées silencieuses. En défilant, des images ont commencé à apparaître. Ce que je voyais était dérangeant, mais mon esprit, cherchant à rationaliser, refusait d'abord d'accepter la vérité. Il s'agissait de femmes, ou plutôt de ce qu'elles étaient devenues, des êtres humains transformés en objets de plaisir, des poupées humaines. Les photos montraient des femmes allongées ou assises, leur corps figé dans des poses obéissantes. À première vue, elles semblaient être des mannequins réalistes. Mais en regardant de plus près, j'ai vu des détails qui m'ont glacé le sang. Les yeux, vides mais vivants, fixaient l'objectif. Des cicatrices fines, presque invisibles, marquaient leur gorge, là où leurs cordes vocales avaient été coupées, les condamnant à un silence éternel. D'autres marques étaient visibles sur leurs poignets et leurs chevilles, les traces laissées par des interventions chirurgicales qui avaient coupé leurs tendons, les rendant incapables de bouger. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je défilais les pages, chaque clic me rapprochant un peu plus de l'horreur totale. Ce site n'était pas seulement une vitrine pour ces poupées humaines, il s'agissait d'une plateforme où ces femmes étaient vendues, traitées comme des marchandises. Les descriptions détaillaient leurs caractéristiques physiques, leurs qualités, comme s'il s'agissait de simples objets. Puis, je suis tombé sur la section la plus dérangeante, un manuel d'instruction. Ce document, froidement clinique, expliquait comment maintenir ces femmes en vie. Il y était question de soins basiques, d'alimentation par sonde, de surveillance des signes vitaux, comme si elles n'étaient rien de plus que des machines à entretenir. Chaque phrase semblait être une nouvelle preuve de la déshumanisation totale de ces pauvres âmes. Je ne pouvais plus détourner le regard. Ces femmes, qui autrefois avaient des vies, des rêves, des espoirs, étaient maintenant réduites à un état de soumission absolue. Elles ne pouvaient pas parler, elles ne pouvaient pas bouger, elles ne pouvaient rien faire d'autre que subir, piégées dans un corps qui ne leur appartenait plus. Mon estomac se nouait à chaque ligne que je lisais. Il n'y avait aucune issue pour elles. Ce site ne mentionnait aucun moyen de les libérer, aucun espoir de rédemption. Elles étaient condamnées à cette existence, à rester des poupées vivantes, réduites au silence et à l'immobilité. Je suis resté là, devant mon écran, figé par l'horreur de ce que j'avais découvert. Je savais que ce genre de monstruosité existait dans le monde, mais jamais je n'avais imaginé que cela pourrait prendre une forme aussi terrifiante. Ce site n'était pas simplement un marché pour les fétichistes extrêmes, c'était un témoignage glaçant de la cruauté humaine poussée à l'extrême. Quand j'ai enfin eu la force de fermer la page, je savais que je ne pourrais jamais oublier ce que j'avais vu. Ces visages, ces regards perdus et vides, resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Depuis ce jour, l'idée que de telles choses puissent exister me hante. Le dark web, avec toutes ses promesses de mystère et d'interdit, m'avait montré son véritable visage, et c'était un visage que je ne souhaite à personne de voir. Je n'ai jamais parlé de cette découverte à quiconque, mais chaque nuit, lorsque j'essaie de fermer les yeux, ce sont ces regards désespérés qui me fixent dans l'obscurité. Et je me demande combien d'autres, comme moi, ont croisé ce site par hasard, et combien d'entre eux ont simplement détourné les yeux,
laissant ces femmes, ces poupées silencieuses, prisonnières à jamais dans leurs cauchemars sans fin. J'avais déjà vu pas mal de choses dérangeantes sur ces marchés obscurs, mais ce soir-là, j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait me hanter bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Par curiosité, j'ai cliqué. L'interface était aussi sobre que sinistre, un fond noir, des menus en rouge et des catégories qui, à première vue, semblaient médicales. Mais en explorant plus profondément, j'ai découvert la vérité derrière ce site, il s'agissait d'un marché d'organes humains. Le site proposait toutes sortes d'organes, avec des prix fixés en fonction de leur rareté et de leur état de conservation. Des reins, des cœurs, des foies, même des poumons. Tout était listé comme une simple marchandise, avec des descriptions détaillées et des garanties sur la fraîcheur de l'organe. Je me suis senti nauséeux rien qu'à lire ces descriptions froides et cliniques. Ce qui m'a glacé le sang, c'est lorsque je suis tombé sur une section de vidéos. Certaines étaient floues, mal filmées, mais suffisamment claires pour comprendre ce qui se passait. Des hommes et des femmes, souvent attachés, étaient opérés dans des conditions terribles, leurs organes prélevés de manière brutale et expéditive. On entendait parfois leurs gémissements, leurs supplications étouffées, avant que tout ne sombre dans le silence. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran, horrifié par la réalité de ce que je voyais. C'est alors que j'ai repensé à une conversation que j'avais eue avec une collègue, il y a quelques mois. Elle m'avait parlé d'une autre collègue qui avait besoin d'un rein. Elle devait être mise sur une liste d'attente, ce qui aurait pris des années, et en attendant, elle aurait dû subir des séances de dialyse régulières. Une autre collègue avait alors proposé de lever des fonds pour lui trouver un rein. J'avais été intrigué par l'idée, alors je lui avais demandé comment elle comptait s'y prendre. Sa réponse m'avait laissé perplexe, elle allait se rendre en Chine pour le faire. Apparemment, tu peux simplement aller là-bas légalement et te faire implanter un rein, m'avait-elle dit. Et c'est exactement ce qu'elle a fait quelques mois plus tard. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. D'où venait ce rein ? Probablement d'une pauvre âme dans un pays voisin en développement ou peut-être même de Chine elle-même. Cette histoire me revint en mémoire avec une intensité nouvelle alors que je regardais ces vidéos horribles. Il y avait des rumeurs, des légendes urbaines qui circulaient sur Internet depuis des années, des histoires d'enlèvement en Chine, où des personnes se faisaient kidnapper pour se faire voler leurs organes. Ces rumeurs me semblaient exagérées, invraisemblables, jusqu'à ce que je tombe sur ce site. Maintenant, je comprenais que la réalité pouvait être bien plus sombre que ce que j'avais imaginé. Je me suis demandé combien de ces organes, vendus sur ce site macabre, avaient été arrachés à des victimes sans défense, dans des pays où la vie humaine semblait avoir si peu de valeur. Combien de personnes, comme ma collègue, avaient bénéficié de ces transplantations, sans jamais se poser la question de l'origine de l'organe ? Je me suis aperçu qu'il y avait encore une autre section, dissimulée dans les profondeurs de l'interface. Par curiosité morbide, je cliquais dessus, pensant avoir déjà atteint le pire de ce que le dark web pouvait offrir. Mais je me trompais. Cette nouvelle section était encore plus terrifiante. Elle ne proposait pas des organes ou des services criminels classiques, mais quelque chose d'encore plus inimaginable, la vente de maladies. Ce que je lisais semblait tout droit sorti d'un cauchemar ou d'un film de science-fiction. Mais c'était bien réel. Le site offrait à la vente des souches de virus mortels, disponibles pour quiconque avait assez de bitcoin pour les acheter. Ebola, VIH, anthrax, ces noms apparaissaient comme de simples produits dans un catalogue. Ebola, par exemple, était décrit comme un outil parfait pour les opérations de terreur ou les assassinats discrets dans des régions instables. Le VIH, vendu sous forme de seringues infectées, était présenté comme une arme lente mais implacable, pour détruire des vies sur le long terme. Et l'anthrax, une arme biologique redoutable, était proposée en plusieurs versions, avec des instructions détaillées pour sa diffusion. L'idée que ces agents pathogènes mortels puissent être achetés et utilisés contre des innocents me remplissait d'une horreur indescriptible. Il y avait même des témoignages d'acheteurs précédents qui racontaient, avec un détachement glaçant, comment ils avaient utilisé ces maladies pour atteindre leurs objectifs. C'était l'un des aspects les plus inhumains et dépravés de l'humanité que j'ai jamais vu. J'ai quitté le site, éteint mon ordinateur, mais les images continuaient de tourner en boucle dans ma tête.
Ce que j'avais découvert ce soir-là m'avait ouvert les yeux sur une réalité terrifiante. Il existe un marché clandestin où la vie humaine est réduite à une simple marchandise, et où des vies sont volées pour satisfaire la demande d'organes dans le monde entier. Il y a longtemps, je me souviens avoir entendu parler d'un gars en ligne qui cherchait à acheter de grandes quantités de punaises de lit. L'idée en elle-même était déjà étrange, mais ce qui suivit fut encore plus troublant. Lorsque les gens ont commencé à lui demander pourquoi il voulait tant de ces insectes, il a fini par révéler ses intentions, et elles étaient bien plus sinistres que ce que quiconque aurait pu imaginer. Cet homme avait un plan diabolique. Il voulait essayer de les élever pour qu'elles deviennent résistantes aux méthodes classiques d'extermination. Pendant des mois, il s'était immergé dans l'étude des punaises de lit, de leur biologie, de leurs faiblesses, et surtout, des moyens de les rendre encore plus coriaces. Son but était de créer une souche de punaises de lit qui résisterait à tous les produits et méthodes couramment utilisés pour les éradiquer. Mais ce n'était que la moitié de son plan. Simultanément, il voulait intégrer dans leur génome une faiblesse spécifique, une vulnérabilité qu'il serait le seul à connaître. Une faille cachée, quelque chose d'indétectable par les exterminateurs traditionnels, mais qu'il pourrait exploiter pour les éliminer. Une fois son projet abouti, son plan était simple et terrifiant. Il relâcherait ces punaises de lit génétiquement modifiées dans les maisons des gens, semant la panique et le désespoir. Les propriétaires, impuissants face à une infestation que rien ne pouvait arrêter, seraient forcés de se tourner vers lui pour une solution. Et bien sûr, il leur ferait payer cher ce service unique, s'enrichissant aux dépens de leur malheur. C'était une idée digne d'un super-vilain de film, mais le fait que quelqu'un puisse réellement concevoir un tel plan dans la réalité était terrifiant. Ce n'était pas simplement une question de profit, mais de contrôle, de manipulation. Il voulait non seulement gagner de l'argent, mais aussi créer une situation où les gens seraient totalement dépendants de lui, où il aurait le pouvoir absolu sur leur confort, leur sécurité, et même leur santé. Les discussions en ligne autour de cet individu ont rapidement pris une tournure inquiétante. Les utilisateurs de forums et de plateformes ont commencé à se demander si ce type était sérieux ou si c'était simplement un troll avec un humour particulièrement tordu. Mais plus il parlait de son projet, plus il devenait évident qu'il n'y avait rien de drôle dans ses intentions. Il semblait avoir vraiment étudié son sujet, avec une obsession malsaine pour les détails. Le site le plus bizarre que j'ai trouvé était une véritable bibliothèque de l'étrange. Il y avait des milliers de fichiers, principalement des PDF et des vidéos, avec des titres qui attiraient immédiatement l'œil. Des mots comme conspiration, occultisme et mystère apparaissaient à chaque coin de page. J'étais fasciné et terrifié à la fois, incapable de détourner mon regard. Je me souviens avoir cliqué sur un document intitulé « Rituel pour la richesse éternelle ». C'était un manuel détaillé, écrit dans un langage ancien, avec des instructions précises sur la manière d'invoquer des entités pour obtenir de l'argent. Les pages étaient remplies de symboles occultes, de schémas d'incantation, et de recettes pour des potions mystérieuses. Le manuel expliquait comment tracer des cercles magiques, préparer des offrandes, et réciter des paroles en langues oubliées pour appeler des forces obscures. Un autre fichier, tout aussi troublant, portait le titre « L'élixir de l'amour éternel ». Il décrivait comment préparer un mélange à base d'herbes rares et de substances moins légales à donner à la personne dont on était amoureux, avec la promesse de la rendre totalement dévouée à vous. Les instructions étaient accompagnées de mises en garde terrifiantes sur les conséquences possibles si les étapes n'étaient pas suivies à la lettre. Plus je naviguais sur le site, plus je découvrais des documents encore plus inquiétants. Il y avait des preuves de conspiration qui semblaient être issues des fantasmes les plus sombres des théoriciens du complot. Des plans secrets pour contrôler les masses, des révélations sur des sociétés secrètes gouvernant le monde dans l'ombre, des vidéos granuleuses montrant des cérémonies occultes auxquelles participaient des figures de pouvoir. Les titres seuls étaient assez pour faire frémir: le guide des invocations interdites, secret des sociétés secrètes, manuel des sacrifices pour le pouvoir. Les vidéos montraient des rituels troublants, filmés dans des lieux reculés, avec des participants masqués chantant en chœur des incantations incompréhensibles. Tout cela baignait dans une atmosphère de paranoïa et de mystère, comme si le simple fait de regarder ces fichiers m'exposait à des forces que je ne pouvais comprendre, et encore moins contrôler. À un moment donné, j'ai réalisé que mon cœur battait plus vite, que mes mains tremblaient légèrement sur la souris. L'anxiété commençait à monter en moi. Je sentais que j'étais allé trop loin,
que j'avais ouvert une porte que je n'aurais jamais dû franchir. Chaque nouveau fichier semblait plus dérangeant que le précédent, et une part de moi voulait continuer, plonger plus profondément dans ce monde obscur. Mais une autre part, celle qui tenait encore à ma santé mentale, me criait de fermer tout ça et de m'éloigner. Finalement, le bon sens a pris le dessus. J'ai fermé le site aussi vite que possible, m'assurant de nettoyer mon historique et de prendre toutes les précautions pour ne pas laisser de traces de ma visite. Cette expérience m'a laissé un goût amer, un sentiment de malaise qui ne m'a pas quitté pendant plusieurs jours. J'ai écrit plusieurs livres sur le dark web, ce qui signifie que j'ai passé une grande partie de presque chaque jour au cours des 8 dernières années à explorer ces recoins les plus sombres. Mon travail m'a mis en contact avec certains des personnages les plus notoires de ce monde caché, des trafiquants de drogue, des opérateurs de marché noir en ligne, et même ceux qui s'adonnent à des désirs beaucoup plus sinistres. Au fil des années, j'ai parlé avec, interviewé, et même rencontré de nombreuses de ces identités du dark web. La plupart étaient des trafiquants de drogue ou des personnes derrière divers marchés noirs en ligne. Mais il y a une rencontre qui se distingue nettement de toutes les autres, celle où j'ai assisté au procès de quelqu'un qui pourrait facilement être considéré comme l'une des personnes les plus maléfiques de la planète, Lux, le propriétaire de Hurt to the Core, un site dédié à la torture des. Lux s'est révélé être tout le contraire de ce que l'on pourrait imaginer. Ce n'était pas un criminel endurci ou un cerveau vivant dans une tanière sombre. Au lieu de cela, c'était un jeune homme sans amis, malheureux, qui avait construit son empire maléfique depuis la sécurité et l'anonymat de sa chambre d'enfance, avec ses parents totalement inconscients des activités monstrueuses qui se déroulaient sous leur propre toit. L'expérience a été glaçante, non seulement à cause de la nature de ses crimes, mais parce qu'elle montrait à quel point il est facile pour quelqu'un de se cacher à la vue de tous et de commettre de tels actes odieux sans que personne autour ne le sache. Malgré toutes mes années passées à fouiller le dark web, à parler à des personnes dangereuses et à exposer des activités criminelles, je n'ai ressenti un danger réel qu'à une seule occasion. C'était lorsque j'ai aidé à dévoiler une arnaque de tueurs à gages. Le propriétaire de Beza Mafia, le site de meurtre alloué le plus rentable de l'histoire, n'a pas vraiment apprécié que je commence à écrire sur lui. Il m'a bombardé de menaces comme « Tu ne sais pas qui je suis, mais moi je sais qui tu es et où tu vis ». Mais je n'avais pas vraiment peur, car grâce à un hacker amical, j'avais accès à la porte dérobée de son site et je savais qu'il ne voulait en réalité blesser personne, il était plus intéressé par l'argent. Cependant, la situation a pris une tournure plus sombre lorsqu'il a dit aux personnes qui s'étaient inscrites pour travailler comme tueurs à gages sur son site, ceux qui l'avaient escroqué en leur faisant filmer des vidéos d'eux-mêmes en train de brûler des voitures avec des panneaux pour faire la publicité de la légitimité de son site, que j'étais le propriétaire du site qui les avait arnaqués. Cela aurait pu mal tourner, mais heureusement, même les malfrats n'étaient pas assez stupides pour le croire. La seule autre fois où j'ai été un peu nerveux, c'était lorsque la sécurité intérieure a voulu avoir une rencontre amicale avec moi lors d'un de mes voyages aux États-Unis pour assister à un procès. Ils ont été amicaux, mais effrayants aussi. Je me suis toujours considéré comme un type normal, avec mes habitudes, mes plaisirs coupables, et mes petites folies. Parmi celles-ci, il y avait mon goût pour les drogues récréatives, que je me procurais discrètement via le dark web. C'était simple, anonyme, et je n'avais jamais eu de problème. J'avais mes fournisseurs habituels, des gars fiables qui livraient la marchandise sans poser de questions. Pour moi, c'était devenu une routine, une partie de ma vie que je gérais avec précaution, sans jamais attirer l'attention. Mais un jour, alors que je parcourais les marchés habituels à la recherche de quelque chose de nouveau, je suis tombé sur un lien qui m'a intrigué. Le titre était vague, promettant des services personnalisés pour ceux qui en avaient les moyens. Par curiosité, et un peu par ennui, j'ai cliqué. C'est là que j'ai découvert un des aspects les plus sombres et terrifiants du dark web. Le site en question n'avait rien de spectaculaire dans sa présentation. Il était minimaliste, presque austère, avec une interface noire et quelques boutons simples pour naviguer. Au premier abord, cela ressemblait à n'importe quel autre site que j'avais visité auparavant. Mais en lisant les descriptions, j'ai vite compris que ce site n'était pas comme les autres. Il proposait une variété de services, allant du vol de données personnelles à la destruction de preuves. Mais ce qui m'a immédiatement glacé le sang, c'était la section intitulée « Services d'élimination ».
je n'avais jamais entendu parler de quelque chose d'aussi direct. En cliquant dessus, je suis tombé sur une page détaillant ce qui était proposé, l'assassinat sur commande. La présentation était froide, clinique, comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. Vous pouviez sélectionner votre service en fonction de plusieurs critères. Le prix variait selon le pays où se trouvait votre cible, son degré d'influence, et même sa situation financière. Plus votre cible était riche ou située dans un pays développé, plus les prix grimpaient de manière vertigineuse. Par curiosité morbide, j'ai parcouru les options. Le site proposait des méthodes discrètes pour que cela ressemble à un accident ou des méthodes plus brutales si vous vouliez envoyer un message. Chaque option était accompagnée d'un tarif en Bitcoin, et les montants étaient hallucinants. Ce qui m'a le plus choqué, c'était la simplicité avec laquelle vous pouviez passer commande. Il vous suffisait de fournir un nom, une localisation approximative, et quelques détails supplémentaires si nécessaire. Le site se chargeait du reste. C'était hallucinant de voir à quel point tout semblait normalisé, comme si tuer quelqu'un n'était qu'un service parmi d'autres. Les responsables du site garantissaient une satisfaction totale et offraient même des rabais pour les commandes groupées. Plus je parcourais les pages, plus la nausée montait en moi. C'était comme être plongé dans un cauchemar éveillé. Je ne pouvais pas croire que ce que je voyais était réel. Et pourtant, tout semblait indiquer que ça l'était. Le site affichait même des témoignages d'utilisateurs satisfaits, vantant la rapidité et l'efficacité du service. Certains racontaient comment ils avaient réglé de vieux comptes ou éliminé des rivaux sans laisser de traces. C'était effrayant de penser que ces gens existaient, et qu'ils avaient recours à de telles horreurs pour atteindre leur fin. Je suis resté longtemps devant l'écran, figé par l'horreur de ce que je découvrais. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans la facilité avec laquelle ces crimes pouvaient être commandités, comme s'il s'agissait d'une simple transaction en ligne. Finalement, j'ai fermé le site, incapable de supporter davantage cette plongée dans l'inhumanité. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais visité le dark web. Ce que j'ai vu ce soir-là m'a ouvert les yeux sur les abîmes de cruauté et de corruption qui existent dans ce monde, bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Acheter des drogues semblait maintenant dérisoire en comparaison de ce que certains étaient prêts à faire. L'idée qu'il suffisait de quelques clics pour prendre une vie m'a hanté longtemps après avoir fermé mon ordinateur. Je repense souvent à ce moment, me demandant combien de vies ont été détruites à cause de ces services, combien de personnes ont disparu sans laisser de traces parce que quelqu'un, quelque part, avait assez de Bitcoin pour effacer leur existence. Et je réalise que, parfois, même la simple curiosité peut vous conduire dans des endroits où personne ne devrait jamais s'aventurer. Quand j'étais adolescent, j'avais un cousin avec qui je partageais une passion intense pour l'informatique. On passait des heures, parfois même des nuits entières, devant nos ordinateurs, fascinés par tout ce qu'on pouvait découvrir en ligne. À cette époque, c'était encore l'ère des téléchargements illégaux de musique et de films, et bien sûr, on s'y est mis avec enthousiasme. On se sentait comme des hackers, un peu rebelles, un peu invincibles. C'était l'époque de Napster, LimeWire, et des torrents, et on se croyait les rois du monde. Un jour, alors qu'on explorait les recoins les plus obscurs d'Internet, on a entendu parler du dark web. C'était comme une légende urbaine pour nous, un monde caché où tout était possible, et bien sûr, notre curiosité était piquée. Après quelques recherches, on a réussi à télécharger un navigateur spécial pour y accéder. On tremblait d'excitation et de peur en même temps. C'était comme ouvrir une porte vers un univers parallèle. Quand on est enfin entré dans un des forums, l'ambiance était sinistre, mais c'était ce qu'on cherchait, quelque chose de différent, d'interdit. On parcourait les discussions, les offres étranges, et on se sentait à la fois fasciné et mal à l'aise. Puis, tout à coup, une pop-up est apparue sur l'écran. C'était un chat en direct, avec une vidéo en bas de la fenêtre. Ce qu'on a vu nous a glacé le sang. C'était nous, filmés en direct. On pouvait voir nos visages, nos chambres, comme si quelqu'un nous observait depuis longtemps. Juste avant de réussir à fermer la fenêtre, des messages ont commencé à apparaître. On vous voit, vous n'êtes pas seul. C'était comme une scène tirée d'un film d'horreur. En panique, on a tout fermé. Le silence qui a suivi était lourd, presque oppressant. On n'a plus touché à nos ordinateurs pendant plusieurs jours. On se sentait surveillé, vulnérable,
comme si tout ce qu'on faisait pouvait être vu par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui savait tout de nous. Cette expérience nous a profondément marqués. On a passé des jours à se demander si on était réellement observé, si on avait été imprudent. Après ça, notre vision de l'Internet a radicalement changé. On a commencé à lire tout ce qu'on pouvait trouver sur la cybersécurité, sur comment se protéger en ligne, sur les erreurs qu'on avait pu faire. On n'a plus jamais osé retourner sur le dark web, et même nos activités en ligne sont devenues beaucoup plus prudentes. Ce qui était au départ une aventure excitante s'est transformé en une leçon sur les dangers de l'Internet. On avait compris que derrière l'écran, on n'était jamais vraiment seul. Le dark web est un endroit où l'obscurité humaine se manifeste sous ses formes les plus cruelles et les plus dépravées. C'est un espace caché, loin des regards du grand public, où les pires aspects de l'humanité trouvent un terrain fertile pour prospérer. Parmi les nombreuses horreurs qui s'y trouvent, les sites dédiés au gore et aux vidéos de violence extrême se distinguent par leur caractère profondément dérangeant. C'est là que tout ce que vous pouvez imaginer de pire, de plus inhumain, est capturé et diffusé pour le plaisir d'une poignée de personnes malades, prêtes à dépenser des sommes exorbitantes pour assouvir leurs pulsions sadiques. Ces vidéos ne sont pas de simples mises en scène. Elles montrent des actes de violence réels, avec de vraies victimes. Les images sont brutales, sans filtre, sans montage pour adoucir la réalité. Des scènes de torture, de meurtre, de mutilation sont enregistrées et partagées comme un divertissement, une monnaie d'échange dans cet univers tordu. Les personnes qui les regardent ne cherchent pas seulement à assouvir leur curiosité morbide, elles recherchent l'adrénaline, l'excitation malsaine que procure la vision de la souffrance d'autrui. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ces vidéos ne restent pas toujours confinées au dark web. Parfois, elles parviennent à s'infiltrer dans le monde plus visible des réseaux sociaux. C'est alors qu'interviennent les modérateurs de contenu, ces travailleurs de l'ombre qui passent leur journée à filtrer et à supprimer ce type de contenu pour protéger le grand public. Mais à quel prix ? J'ai entendu de nombreuses histoires de personnes qui ont travaillé pour des entreprises comme Google, Facebook ou d'autres géants de la tech. Ils sont chargés de nettoyer ces plateformes, de supprimer les vidéos et les images qui ne devraient jamais voir la lumière du jour. Mais ce travail, même s'il est nécessaire, laisse des cicatrices profondes. Les modérateurs de contenu sont confrontés chaque jour à la cruauté humaine dans sa forme la plus pure. Ils voient des choses que personne ne devrait voir, des actes de violence si horribles qu'ils finissent par s'incruster dans leur esprit, les suivant bien après qu'ils ont quitté leur poste. Pour beaucoup d'entre eux, le traumatisme est inévitable. Au début, ils essaient de se détacher, de se dire que ce n'est qu'un travail, que ce qu'ils voient n'est pas leur réalité. Mais au bout de quelques jours, voire quelques semaines, l'horreur s'insinue en eux. Les images restent gravées dans leur mémoire, apparaissant dans leurs rêves, les hantant même pendant leurs moments de repos. Ce n'est pas seulement la quantité de violence à laquelle ils sont exposés, c'est la nature de cette violence, l'absence totale d'humanité, qui finit par les briser. Beaucoup finissent par tomber en dépression, incapables de continuer à travailler dans de telles conditions. Certains développent des troubles anxieux, des insomnies, des flashbacks incessants des images qu'ils ont vues. D'autres encore quittent leur emploi, mais même loin de leur poste, ils ne peuvent échapper à ce qu'ils ont vu. L'idée que de tels actes puissent être commis, filmés, et ensuite partagés pour le plaisir de quelques individus, détruit leur foi en l'humanité. La réalité est que l'homme peut être cruel, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Le dark web, avec ses vidéos de gore et de violence extrême, n'est qu'un miroir de cette cruauté, un espace où elle est mise en scène et glorifiée. Ceux qui y participent, que ce soit en tant que spectateurs ou en tant que créateurs de ces vidéos, révèlent le côté le plus sombre de l'âme humaine. Les modérateurs de contenu, quant à eux, sont les gardiens d'une barrière fragile entre cette noirceur et le reste du monde. Ils voient ce que nous ne voyons pas, ils protègent ce que nous prenons pour acquis. Mais à quel coût ? Chaque jour, ils se battent contre une marée de haine et de violence, essayant de maintenir la façade d'un monde civilisé. Mais sous cette façade, les ombres restent, prêtes à engloutir ceux qui s'aventurent trop loin. Le site en question était bien plus qu'un simple recueil de recettes macabres. C'était une véritable communauté pour les amateurs de l'inhumain, un lieu où l'horreur et l'absurde se mêlaient dans un cadre où les règles morales semblaient avoir été complètement abolies.
Les recettes présentées variaient du grotesque à l'étrangement sophistiqué, visant des individus dont les goûts, pour le moins atypiques, allaient de la simple curiosité morbide à un désir profond de satisfaire des pulsions inconcevables. Pour ceux qui étaient tentés par le cannibalisme mais qui ne voulaient ou ne pouvaient franchir la ligne entre la fantaisie et la réalité, le site offrait des alternatives. Des substituts de viande étaient proposés, permettant aux curieux de simuler le goût de la chair humaine sans avoir à commettre l'acte irréparable de prendre une vie. Ces substituts provenaient souvent de restes d'animaux, préparés et cuisinés de manière à imiter au plus près la texture et la saveur de la viande humaine, du moins selon les standards de ceux qui fréquentaient ce site. Il y avait aussi des sections dédiées à l'art de réutiliser chaque partie du corps humain, réel ou simulé. Les os, par exemple, pouvaient être transformés en objets d'art, en outils, ou même en instruments de musique, perpétuant ainsi l'idée que rien ne devait être gaspillé. Les cheveux pouvaient être tressés en cordes, utilisés pour des rituels ou incorporés dans des œuvres artisanales. Pour ces individus, chaque partie du corps avait une valeur, un but, dans un cycle macabre où la mort était non seulement acceptée, mais célébrée. Cependant, ce n'était pas seulement un espace de plaisir pour les cannibales amateurs. Le site accueillait également une sous-communauté de personnes qui luttaient contre leurs pulsions. Ces individus, qui se qualifiaient eux-mêmes de « cannibales éthiques », cherchaient à atténuer leurs désirs morbides par le biais de thérapies et de simulations. Ils utilisaient des technologies de réalité virtuelle pour recréer l'acte de cannibalisme sans en subir les conséquences réelles. Pour eux, ces simulations étaient une échappatoire, une façon de gérer des compulsions qu'ils savaient impossibles à réaliser sans franchir la ligne de l'irréparable. Ces « cannibales éthiques » prenaient leur démarche très au sérieux. Ils partageaient des conseils sur la manière de détourner leurs envies, discutant de techniques de méditation, de gestion du stress et de visualisation. Certains allaient même jusqu'à suivre des thérapies de groupe en ligne, où ils pouvaient parler de leurs désirs dans un cadre sécurisé, sans jugement, et où ils pouvaient recevoir le soutien d'autres personnes confrontées aux mêmes défis. Mais pour chaque personne cherchant à surmonter ses pulsions, il y avait ceux qui s'y adonnaient sans réserve. Ces derniers partageaient avec fierté leurs expériences, souvent sous couvert d'anonymat, se vantant de leurs exploits. Ils postaient des récits détaillés de leurs actes, parfois accompagnés de photos ou de vidéos, dans une tentative de recréer la même horreur et fascination morbide chez leurs lecteurs. Les discussions sur le site allaient souvent au-delà du simple acte de consommation de chair humaine. Elles plongeaient dans le monde complexe du blanchiment d'argent et du trafic de crypto-monnaies, révélant un réseau sophistiqué d'activités criminelles liées au cannibalisme. Le site abritait des conversations sur la manière de blanchir de l'argent provenant de ces actes, de créer des entreprises fictives pour justifier des transferts de fonds, et de sécuriser des transactions en utilisant des monnaies numériques anonymes. Ces pratiques soulignaient à quel point le dark web était devenu un refuge pour des activités illégales, où même les actes les plus choquants pouvaient être dissimulés sous une couche de technologie. L'un des aspects les plus troublants était l'insistance de certains membres à promouvoir la consommation de matière cérébrale, malgré les risques bien connus de maladies neurodégénératives, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ces individus, poussés par une fascination morbide ou une ignorance délibérée, encourageaient les autres à ignorer les avertissements scientifiques, se positionnant comme des experts autoproclamés du cannibalisme. Je possède une voiture assez rare, et récemment, elle a affiché un code d'erreur tout aussi rare. Évidemment, je me suis tourné vers Google pour essayer de trouver des informations, mais il n'y avait qu'une seule personne sur le forum du constructeur qui semblait avoir rencontré le même problème. Ce gars-là avait passé des mois à essayer de résoudre le problème, alternant entre différents garages et demandant de l'aide sur le forum. La communauté était très active, chacun essayant d'apporter son expertise pour l'aider à trouver une solution. Intrigué par la similarité de notre situation, j'ai parcouru toute la discussion sur le forum, espérant qu'il ait trouvé une solution à ce casse-tête. Mais soudainement, les réponses de ce gars ont cessé net. Plus aucun message de sa part. Tout le monde sur le forum était perplexe. Certains pensaient qu'il avait peut-être finalement réussi à réparer sa voiture et n'avait pas pris la peine de nous en informer. Mais le silence était inhabituel, surtout après toute cette activité. Puis, un jour, un article de presse a fait surface. Il parlait d'un homme très riche qui était mort dans une cellule de prison en Thaïlande. Le détail qui a attiré notre attention ? La marque et le modèle de la voiture mentionnée dans l'article étaient exactement les mêmes que ceux de l'utilisateur du forum. De plus,
l'article précisait que cet homme se trouvait en Thaïlande à l'époque des événements, tout comme notre mystérieux interlocuteur. Rapidement, nous avons fait le lien entre les deux histoires, et tout concordait. Il s'est avéré que le type qui était si actif sur le forum avait été arrêté par la police thaïlandaise au moment où il avait cessé de répondre. Mais ce n'était pas juste un passionné de voitures. Il était en réalité à la tête d'une des plus grandes places de marché du dark web, où des quantités astronomiques de drogue étaient échangées chaque jour. On parlait de revenus d'environ $1 million par jour. Il vivait caché en Thaïlande, menant une vie de luxe tout en dirigeant son empire souterrain. Quelques jours après son arrestation, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais l'histoire a jeté une ombre sinistre sur ce forum automobile. Ce qui, au départ, semblait être un simple problème mécanique partagé entre passionnés de voitures s'est transformé en une histoire de crime international, révélant une double vie que personne n'aurait pu imaginer. Je ne suis pas vraiment un utilisateur du dark web, mais j'ai été doxé par un groupe néo-nazi qui y opère, et j'ai fini par devoir utiliser le dark web moi-même pour trouver les sites qui avaient publié mes informations personnelles. Tout a commencé de manière inattendue, comme un cauchemar qui prend forme lentement. Un jour, j'ai découvert que mes informations personnelles, mon adresse, mon numéro de téléphone, et même des détails sur ma famille avaient été exposés sur le dark web. Je ne savais pas pourquoi j'avais été ciblé, mais le résultat était terrifiant. Les choses ont pris une tournure encore plus effrayante lorsque des agents du département de la sécurité intérieure, DHS, et du FBI se sont présentés à ma porte. Ils m'ont informé que le groupe néo-nazi menaçait de m'envoyer des bombes par courrier et d'envoyer des personnes pour m'enlever et me torturer. À ce moment-là, la réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Ce n'était plus simplement des menaces anonymes sur Internet, c'était une menace tangible à ma vie et à celle de mes proches. Les agents étaient sérieux, mais ils tentaient de me rassurer. Ils m'ont expliqué qu'ils surveillaient la situation de près et qu'ils faisaient tout leur possible pour neutraliser cette menace. Cependant, savoir que des gens aussi dangereux avaient accès à mes informations personnelles était incroyablement angoissant. Je me sentais vulnérable, traqué, comme si à tout moment quelque chose de terrible pouvait arriver. Pour tenter de reprendre un semblant de contrôle, j'ai dû plonger dans le dark web, un endroit que je n'avais jamais pensé explorer. Là-bas, j'ai recherché les sites qui hébergeaient mes informations, essayant de comprendre l'étendue des dégâts. C'était comme marcher dans un labyrinthe sombre, rempli de haine et de violence, où chaque tournant révélait quelque chose de plus sinistre que le précédent. J'ai vu des forums où ces individus partageaient librement leurs plans, leurs discours de haine et leurs intentions malveillantes. C'était un monde que je n'avais jamais imaginé, et maintenant j'étais forcé d'y naviguer pour protéger ma vie. Heureusement, avec l'aide des autorités et des outils de surveillance que j'ai pu trouver, j'ai réussi à identifier la plupart des sites où mes informations étaient partagées. Mais même après avoir fait tout ce que je pouvais pour limiter les dégâts, la peur persistait. Chaque bruit dans la nuit, chaque inconnu qui passait près de chez moi, tout devenait une source potentielle de danger. Puis, soudainement, le groupe néo-nazi semble avoir disparu. Les menaces se sont arrêtées, les forums où ils étaient actifs sont devenus silencieux. C'était comme s'ils s'étaient évaporés de la surface de la Terre. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais j'espérais de tout cœur que les fédéraux les avaient finalement arrêtés. Peut-être avaient-ils été pris lors d'une opération massive, ou peut-être s'étaient-ils simplement enfuis, sachant qu'ils étaient sous surveillance. Même si le danger semblait avoir disparu, les séquelles sont restées. Je ne pouvais pas oublier l'expérience, l'idée que des gens pouvaient me traquer et menacer ma vie simplement à cause de ce que je représentais à leurs yeux. L'expérience m'a laissé une profonde méfiance envers l'anonymat en ligne, et un respect renouvelé pour ceux qui travaillent dans l'ombre pour protéger des gens comme moi des dangers invisibles du dark web. Aujourd'hui, je vis avec une vigilance accrue. Je prends soin de mes informations personnelles avec une attention maniaque, et je continue à espérer que ceux qui ont cherché à me faire du mal ne reviendront jamais. Mais je sais maintenant que le danger, bien que souvent invisible, peut être bien réel. Je vérifie occasionnellement mon dossier de spam, et un jour, j'y ai trouvé un email avec l'un de mes mots de passe en sujet. Cela a immédiatement attiré mon attention. En ouvrant le message,
j'ai découvert que l'expéditeur prétendait avoir réussi à infiltrer mon ordinateur en installant un malware la dernière fois que j'avais visité un site pornographique. Il affirmait avoir capturé plusieurs vidéos de moi au cours des 15 derniers jours, y compris une vidéo de moi en train de me masturber. Il menaçait de les envoyer à tous mes contacts si je ne lui versais pas la somme de 2000 $ en Bitcoin. Pendant une dizaine de minutes, j'étais en sueur, terrifié à l'idée que cela puisse être vrai. Mon esprit tournait à plein régime, envisageant toutes les conséquences possibles. La honte, la peur d'être exposé devant mes amis, ma famille, mes collègues. C'était insupportable. Mais après ce moment de panique, j'ai décidé de vérifier les faits. J'ai une mauvaise mémoire, alors je sauvegarde tous mes mots de passe dans mon navigateur. En comparant, j'ai réalisé que le mot de passe mentionné dans le sujet de l'email était un ancien mot de passe que je n'utilisais plus. Cela m'a donné un peu de répit, mais je savais qu'il fallait creuser davantage. J'ai ensuite consulté le site avibin.com pour vérifier si mes informations avaient été compromises. C'est là que j'ai découvert que les serveurs de Yahoo avaient été piratés environ 2 mois plus tôt, et que ce gars avait probablement obtenu mon ancien mot de passe à partir de là. Soudain, tout faisait sens. Il n'avait probablement jamais eu accès à mon ordinateur. Il avait juste récupéré un mot de passe obsolète et tentait de m'effrayer pour obtenir de l'argent facilement. J'ai alors pris une décision importante, il n'y avait aucun intérêt à négocier avec un maître chanteur. Même si j'avais cédé, il aurait probablement exigé encore plus d'argent la prochaine fois. Ces personnes ne sont jamais satisfaites, et céder à leurs demandes ne fait que les encourager. J'ai donc choisi de laisser tomber, de ne pas répondre, de ne pas payer. Et finalement, je n'ai plus jamais reçu un autre email de ce genre. Il semble que le maître chanteur ait réalisé qu'il ne parviendrait pas à me manipuler et qu'il était passé à d'autres victimes plus faciles. Cette expérience m'a appris une leçon précieuse sur l'importance de la sécurité en ligne. J'ai renforcé mes mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs sur tous mes comptes, et je fais désormais beaucoup plus attention aux sites que je visite. Mais surtout, j'ai compris qu'il ne faut jamais céder à la peur que ces escrocs essaient de semer en nous. La plupart du temps, ils ne sont que des bluffeurs, et la meilleure chose à faire est de ne pas leur donner ce qu'ils veulent. Pour 1000 $, on te donne accès à 100 identités complètes, prêtes à être utilisées pour presque n'importe quelle activité illégale. Ce sont des informations réelles, provenant de bases de données compromises. La majorité des identités appartiennent à des personnes décédées, dont les familles n'ont probablement jamais pris la peine de fermer leur compte ou d'annuler leur carte de crédit. Il y a aussi des victimes vivantes, des gens avec un excellent score de crédit qui ont été imprudents avec leurs informations personnelles ou qui ont été pris dans un piratage à grande échelle. C'est un jeu de hasard, certaines identités fonctionneront parfaitement, tandis que d'autres ne te mèneront nulle part. C'est là toute la subtilité, rien n'est garanti, mais pour ceux qui savent s'y prendre, les gains peuvent être énormes. La plupart des utilisateurs de ces identités cherchent à ouvrir des cartes de crédit sous un faux nom, à créer de faux passeports ou permis de conduire, ou à remplir des déclarations d'impôts frauduleuses pour obtenir des remboursements en utilisant les informations d'autres personnes. Le dark web regorge de discussions et de tutoriels sur la manière de maximiser l'utilisation de ces identités volées. Certains partagent des astuces pour éviter d'être détectés par les systèmes de vérification automatisés, d'autres échangent des logiciels et des scripts pour générer de faux documents en quelques minutes. Mais ce qui m'a vraiment fait réfléchir, ce sont les conversations sur le blanchiment d'argent. Ce n'était pas seulement des discussions techniques sur la manière de transférer de l'argent sans se faire repérer, c'était bien plus sombre. Il est devenu douloureusement évident que tout ce phénomène du dark web, et en particulier l'essor des crypto-monnaies, est largement motivé par un besoin insatiable de blanchir d'énormes quantités d'argent sale. L'argent sale, principalement issu du trafic de drogue et de la traite des êtres humains, doit être nettoyé pour devenir utilisable dans l'économie légitime, et ces identités volées sont la clé. Les techniques sont sophistiquées et variées, utiliser les comptes bancaires de personnes décédées pour transférer de l'argent discrètement, créer de fausses entreprises avec des factures truquées pour justifier des mouvements de fonds, ou même générer des commandes en ligne fictives pour simuler des transactions commerciales. Tout cela pour faire passer l'argent à travers une série de transactions jusqu'à ce qu'il ressorte propre de l'autre côté, prêt à être utilisé pour des achats légitimes ou réinvestis dans d'autres activités criminelles.
Un jour, un homme m'a contacté sur Facebook. En tant que thanatopracteur, ce n'était pas rare que des gens me posent des questions sur la mort, mais cette fois-ci, l'histoire était bien différente. Il s'appelait Sam, et il m'a expliqué qu'il venait tout juste de recevoir un diagnostic terrifiant, une tumeur au cerveau inopérable. Comme beaucoup de gens dans sa situation, il avait commencé à errer sur Internet à la recherche de réponses, de solutions, peut-être même d'un miracle. Mais ce qu'il a trouvé était bien loin d'un miracle. En fouillant les recoins les plus sombres du web, il est tombé sur une offre macabre sur le dark web. Cette offre lui proposait de le faire voler à l'étranger, de filmer son assassinat et de vendre ses organes à des acheteurs anonymes. En échange, sa famille, qui était sans assurance, recevrait une somme d'argent substantielle, assez pour les mettre à l'abri financièrement. Sam était terrifié. Pas seulement par la mort elle-même, mais par ce qui pourrait lui arriver dans ces derniers moments. Il avait des questions sur le processus de la mort, sur ce que ça faisait de mourir, et sur ce qui arriverait à son corps après. Mais derrière ces questions morbides, je pouvais percevoir une peur plus profonde, celle de l'inconnu, de l'oubli, de quitter ce monde dans la douleur et la solitude. De mon côté, j'étais moins préoccupé par les détails techniques de la mort que par l'idée que Sam puisse abandonner sa famille, disparaître sans laisser de traces pour aller mourir quelque part dans un acte de désespoir. Qu'est-ce que cela ferait à ses proches, de ne jamais savoir ce qui lui était arrivé, de devoir vivre avec cette incertitude pour le reste de leur vie? Sam semblait être à un point de rupture, tiraillé entre son désir de soulager financièrement sa famille et la peur de ce qui l'attendait. Il n'était pas seulement inquiet pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il allait laisser derrière. Je lui ai parlé longuement ce jour-là, essayant de le ramener à la réalité, de lui faire comprendre qu'il y avait d'autres moyens de soutenir sa famille, que sa vie avait encore de la valeur, malgré la douleur et l'incertitude. Je ne sais pas ce qui est arrivé à samedi. Après cette conversation, il a disparu, et je n'ai jamais entendu parler de lui à nouveau. Je me demande souvent ce qu'il a décidé de faire. S'il a finalement choisi de rester avec sa famille, de se battre contre la maladie jusqu'à la fin, ou s'il a suivi cette voie sombre et désespérée qu'il avait découverte sur le dark web. Il existe une histoire assez bien connue, qui circule depuis un moment, et qui est souvent racontée pour illustrer les dangers du dark web. Un utilisateur, un novice qui explorait ce monde sombre pour la première fois, a décidé de se déconnecter après un certain temps. Il avait faim, alors il est sorti et est allé manger chez Burger King, pensant qu'il était en sécurité, loin de l'univers virtuel où il venait de passer du temps. Mais lorsqu'il est rentré chez lui et a rallumé son ordinateur, il a découvert un message qui l'a glacé d'effroi. Quelqu'un lui avait envoyé une photo de lui en train de manger, assis dans ce même Burger King où il venait juste de prendre son repas. L'image était claire, capturée sous un angle qui montrait qu'il était observé de près. L'idée que quelqu'un, quelque part, le surveillait si attentivement, même dans le monde réel, était terrifiante. Cette histoire est l'un des nombreux récits qui circulent et qui rappellent à quel point le dark web peut être dangereux si on n'y accède pas avec les précautions nécessaires. Ce n'est pas un endroit où l'on peut simplement s'aventurer sans réfléchir, en pensant que l'anonymat est automatique ou que les risques sont minimes. Au contraire, il s'agit d'un lieu où les frontières entre le virtuel et le réel peuvent s'effondrer de manière inquiétante, où les utilisateurs les plus expérimentés traquent les novices, exploitant chaque faille de sécurité. Ce genre d'histoire m'assure que je ne mettrai jamais les pieds sur le dark web sans une préparation rigoureuse. Il ne suffit pas d'être curieux ou de vouloir explorer l'inconnu. Il faut comprendre que derrière chaque clic, derrière chaque page visitée, il y a potentiellement quelqu'un qui regarde, qui attend, qui pourrait utiliser les informations que vous laissez derrière vous contre vous. Cela pourrait être aussi simple que de révéler votre emplacement, ou aussi terrifiant que de menacer votre sécurité physique. Il y a environ un an, j'ai emménagé dans une belle maison que mon grand-père avait construite de ses propres mains. C'était une maison solide, avec ce charme rustique qu'on ne trouve que dans les vieilles bâtisses familiales. Un jour, alors que je fouillais le sous-sol, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le sous-sol lui-même était accessible par une porte extérieure, un peu comme dans ces films où les gens se réfugient dans un abri anti-tornade. Sur les étagères du sous-sol, il y avait plusieurs conteneurs en plastique, 4 ou 5 au total, avec des trous découpés dans les côtés. L'intérieur des caisses était rempli de foin,
comme si elles avaient été conçues pour héberger des animaux. Cependant, les trous sur les côtés rendaient cette idée absurde. Il n'y avait aucun moyen de garder un animal à l'intérieur. Tout cela semblait étrangement inutile et déconcertant. Intrigué, j'ai demandé à mon grand-père ce qu'il savait des anciens propriétaires. Il m'a expliqué qu'ils étaient extrêmement paranoïaques, se méfiant de tout et de tout le monde. Ils payaient à peine leur loyer et finissaient par disparaître sans laisser de traces. Mon grand-père ne savait pas grand-chose de plus sur eux, mais leur comportement étrange avait clairement laissé des marques dans la maison. En fouillant un peu plus, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment surpris. Derrière une des caisses en plastique sur l'étagère du haut, il y avait un ordinateur, et pas n'importe lequel. C'était une machine puissante, un ordinateur qui devait valoir environ 2000 $. Étonné, j'ai rapporté ma découverte à mon grand-père. Il m'a dit que les anciens propriétaires avaient quitté la ville sans prévenir, et qu'ils n'avaient aucun moyen de les contacter pour leur rendre l'ordinateur. Ma curiosité a pris le dessus. Je suis remonté à l'étage avec l'ordinateur, et je l'ai branché pour voir s'il fonctionnait. À ma grande surprise, il s'est allumé sans problème. Il n'y avait même pas de mot de passe pour protéger l'accès. Le bureau était vide, à l'exception d'une seule icône, Tor. Pour ceux qui ne le savent pas, Tor est un navigateur utilisé pour accéder au dark web, cet endroit mystérieux et souvent dangereux d'Internet. En explorant un peu plus, j'ai découvert que l'ordinateur était équipé d'un disque dur de 4 téraoctets, une capacité énorme. J'ai commencé à fouiller dans les fichiers, avec un mélange d'excitation et de crainte. C'est alors que je suis tombé sur un dossier de vidéo. À première vue, cela pourrait sembler banal, mais les noms des fichiers ont immédiatement déclenché une vague de frissons dans mon corps. Chaque vidéo portait un nom propre, Allison, Tiffany, et d'autres prénoms encore. Ces noms simples étaient pourtant lourds de signification, et un sentiment de malaise s'est emparé de moi. Poussé par une angoisse grandissante, j'ai cliqué sur l'une des vidéos, espérant de tout cœur que mes craintes étaient infondées. La vidéo a commencé, mais à ma grande surprise, ce n'était qu'un écran noir, sans aucun son. Elle durait 15 minutes, et il ne s'y passait absolument rien. Pourtant, cette absence d'action était presque plus terrifiante que ce que j'aurais pu imaginer. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir observé, comme si quelqu'un ou quelque chose était là, à mes pieds à travers l'écran, même si je savais qu'il n'y avait pas de webcam connectée à l'ordinateur. J'ai essayé une autre vidéo mais cette fois on entendait des cris d'agonie venant d'une femme. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allé le déposer à un commissariat de police en racontant ce qu'il s'était passé. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.